la plupart des gens, je suis désolé de généraliser, mais la plupart des gens confondent un pommier avec un homme. Ce que je veux dire par là, c'est que le pommier, lui, n'engendre que des pommes, n'est-ce pas? Mais pourquoi condamner l'homme à n'engendrer qu'un seul fruit? Ce que je veux dire, c'est que lorsque je dis de moi, pour tenter d'effacer qui je ne suis pas, n'est-ce pas? Lorsque je dis compositeur, clarinettiste, essayiste, poète, homme de scène, tout ce que vous voudrez, parfois tout ça est balayé d'un revers de la main, et les gens disent, mais enfin, Hélios, tu es ce qu'on appelle un touche-à-tout. Et il y a là-dedans, très souvent, comment dirais-je, beaucoup de mépris. Autrement dit, on dit, voilà un homme incapable de canaliser à la fois son apprentissage, son désir d'œuvrer, sa vie d'homme, dans une direction droite, nette, précise, et voilà simplement un homme qui croit qu'il est capable à la fois de composer, de jouer de la... Mais pour qui se prend-il? Eh bien écoutez, je ne me prends pas pour un pommier. Je crois que les œuvres, n'est-ce pas, sont des faits, des gestes, mais au-delà de ça, ce sont des débordements. Et quand je veux dire débordement, c'est qu'il y a toujours dans l'œuvre qui sort de vous, n'est-ce pas, une fois qu'elle est là, une fois qu'elle existe, un regard à jeter sur elle, comme si ce que vous veniez de créer était encore quelque chose à apprivoiser. Autrement dit, en général, j'ai le sentiment souvent reconduit et répété, qu'une œuvre réussie, c'est au départ une œuvre qui vous déplaît. Donc peut-être, et je m'en voudrais d'être scolaire en faisant un exposé basé sur la notion de liberté, peut-être que la première des libertés, c'est celle de se déplaire. En tout cas, je vous dirais, c'est là où ça devient tout à fait passionnant, c'est que souvent, par exemple, quand les gens me voient habillé comme ça, vous voyez, alors moi je porte le costume de mariage de mon grand-père, qui s'est marié en 1944, mais je le porte pas simplement parce que je me trouve beau avec, parce qu'il y a des tas de gens qui me trouvent parfaitement clownesque, n'est-ce pas? Bien qu'en fait, attendez, je vais prendre une ligne enfin, comment dirais-je, ne vous étonnez pas si je fais quelques sorties de route dans mon raisonnement, n'est-ce pas? Tout simplement parce que je crois en fait que l'intelligence est faite de toutes les sorties de route et de tous les appels possibles. Je ne crois pas en la pensée en ligne droite. Je ne crois pas ni aux professeurs ni aux bons élèves. D'ailleurs, voilà, une sortie de route, dans la sortie de route. En général, un mauvais professeur et un bon élève sont toujours convaincus d'exactement la même chose. Ils vous disent, au départ, mon enfant, admettons que je me mette dans la peau du professeur, n'est-ce pas? Au départ, mon enfant, tu bâtis le cadre. Rien n'est plus important que le cadre. Et une fois que tu as déterminé, par exemple dans le cas d'une rédaction, l'introduction, la thèse, l'antithèse, en fait, toutes ces conneries, n'est-ce pas? Une fois que tu as bâti ça, à l'intérieur, ah ben oui, à l'intérieur, sans toi libre. Non mais ça, non mais ça, mais c'est une connerie monumentale. Ce que je veux dire, c'est que c'est exactement le chemin inverse qu'il faut emprunter. Il faut d'abord assumer et aller vers la liberté totale. Et cette liberté totale, naturellement, va convoquer un cadre qui sera le vôtre. Et c'est dans ce cadre-là que vous aurez pu vous développer. Ce que je veux dire, c'est que la parole juste, mon cher, mes chers, la parole juste, la pensée juste, l'œuvre juste, le geste juste, c'est quelqu'un qui a su outrepasser l'outrance.
C'est impossible de maîtriser. C'est impossible de maîtriser en espérant obtenir la maîtrise. Au départ, il faut tout lâcher. Les enfants, au départ, il faut tout lâcher. Et une fois que vous savez jusqu'où on peut aller trop loin, eh bien, vous, naturellement, vous faites un petit pas derrière, et puis vous dites, non, c'était quand même mieux comme ça. Alors, c'est-à-dire, tu peux avoir l'air ridicule, ça aussi. Alors, voilà Alors, pourquoi je porte ce costume? Enfin, je ne voudrais pas noyer tout ça dans une espèce de symbolique qui... Voilà, je ne voudrais pas vous expliquer qu'en fait, quand je porte ce costume, en fait, j'ai l'impression d'avoir sur moi le poids du passé, enfin de l'inscrire dans le présent et de lui offrir un futur. Et ça, je trouve que me situer au milieu de ça, c'est-à-dire avoir autant d'horizons derrière moi que d'horizons devant moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, n'est-ce pas? J'ai pas vraiment peur des silences. J'ai pas vraiment peur des silences, parce que vous savez, c'est curieux, les gens regardent vos silences avec une espèce d'affolement qu'ils emplissent de toutes leurs angoisses. Oh merde, il sait plus ce qu'il dit, il a perdu son texte, ah non, c'est terrible parce qu'il sait pas ce qu'il dit, en fait, mais ce type-là improvise. Non, non, chérie, tu verras, il connaît tout par cœur, il fait semblant d'improviser, mais tout ça est une machine huile et fantastique. Non, je dois vous avouer, malheureusement... Pourquoi malheureusement? Je dois vous avouer que... Non, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de préparer la parole autrement que dans l'affolement d'une première phrase à dire. Tout se passe, tout se joue au moment où vous arrivez et vous avez une première phrase à prononcer. Et c'est cette première phrase, l'énergie que vous mettez là-dedans, qui, comment dirais-je, soufflera dans vos poumons tout le reste. Notez, et de toute façon, dans 5 minutes, vous ne saurez même plus pourquoi vous êtes là en train de m'écouter et moi, pourquoi je suis là en train de parler, que tous les débuts sont impossibles. Il n'y a rien de plus fuyant qu'un début. Essayez de mettre la main sur un début. Essayez de mettre la main sur une première phrase. Essayez de savoir pourquoi je suis là. Qui faut-il remercier? Qui? Même pas moi. Qui faut-il remercier? Plus je cherche le début de toute chose, plus je me rends compte qu'un début en contrarie un autre, et qu'un début contrarie le début qui a été contrarié par un autre, et que l'autre début contrarie le début qui a été contrarié par un autre début lui-même contrarié. Ce que je veux dire, c'est que c'est la spirale infernale. Alors, j'ai étudié au conservatoire la musique, comme il se doit, et j'ai été, comme il se doit, renvoyé du conservatoire. Ce que vous prenez dans un premier temps comme une espèce de gifle, est beaucoup plus que ça. Et bien au-delà de la gifle qu'on veut vous donner, en général, le renvoi doit être vécu, et sera, oui, si vous, toujours comme une bénédiction. Je ne pourrai jamais remercier mon médiocre professeur du conservatoire de Nice d'avoir eu la perversité si bien appuyée de détecter en face de lui l'élève qui avait du génie, et il s'est dit « Ah non, c'est pas possible, je ne veux pas enseigner à ce gamin-là. » Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que gamin, je n'étais pas techniquement meilleur que lui. Mais vous savez, il y a des gens qui sont allergiques à l'incandescence. Et certains professeurs, quand ils vous jugent mal, c'est qu'ils vous ont très très bien jaugé. Voilà pour l'éducation nationale dans son ensemble.
Je ne comptais me réconcilier avec personne. Je vois qu'au fond, on s'installe en faisant le moins de bruit possible, mais il n'y a rien de plus bruyant que les gens qui tentent d'être discrets. Parce que finalement, on est capté, voilà, on est capté par leur discrétion, et il n'y a rien, vous savez, de plus. Mais on dit, bon, ils sont discrets, qu'est-ce que je fais? Et vous êtes attrapé comme une espèce d'électricité mentale qui court entre vous et moi, n'est-ce pas? Par cette espèce d'envie de ne pas faire de bruit, et ça se termine toujours par une catastrophe. Bon. Il faut arrêter de penser verticalement. Toute une partie de notre, notamment écriture musicale, mais je ne voudrais pas parler musique avec trop de précision technique, mais une grande partie de notre pensée est construite de façon monumentale, un peu comme vous savez, ce qu'on appelle les cathédrales, ces espèces de trucs généralement insupportables, grandiloquents, et qu'on est obligé de trouver beaux parce qu'ils ont mis 5 siècles à nous bâtir ces trucs horribles là. Alors on rentre, on dit oh bah oui c'est beau, mais c'est pas que c'est beau, c'est que ça nous tombe dessus, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que c'est beau, c'est que qui a le courage devant Notre-Dame de dire putain c'est moche alors hein. Je veux dire qu'à un certain degré de monumentalité, à un certain degré d'accumulation d'argent, à un certain degré d'accumulation de durée, de pouvoir, que sais-je, votre possibilité de juger le fait est complètement balayée. C'est pour ça aujourd'hui, et c'est toujours très intéressant, d'aller voir les gens dans une galerie d'art ou dans un musée, voir, je ne sais pas moi, Jeff Koons par exemple, vous connaissez cet artiste? Et les gens sont là, alors ils se trimballent à Pompidou devant des photos porno avec des phallus d'1,50 m comme ça et tout, bon. Et puis, bon, alors ils sont là, vous savez, comme des poules devant un mégot, enfin. Et alors, bon, intérieurement, j'ai rien contre Jeff Koons et j'ai rien contre les phallus d'1,50 m, je veux dire, bon. Mais je veux dire, intérieurement, ils se disent, ah le con, vous voyez, ah le nul, oh, ah oui, ah ça c'est de l'art. Mais dès que vous leur dites, tu sais, ça vaut 10 millions d'euros, oula. Voilà comment le jugement est aboli à force de vous piétiner la tête. C'est pour ça que je privilégie toujours la pensée horizontale. Et permettez-moi de vous décrire à ce titre-là la parole d'un critique d'art qui disait un jour, non, je ne vais même pas le dire parce qu'il ne mérite même pas d'être oublié. Donc je vais changer de sujet. Il me semble que la poésie, c'est la juste distance entre ce que sont les mots et ce que nous savons des mots. Nous avons vis-à-vis du langage, notamment au moment de l'écriture poétique, mais je veux dire que ça doit être pareil avec tout le monde, nous avons des appétits d'apesanteur qui fait qu'à un moment, c'était l'heure précise où, à ma droite, il fallait enlever une poubelle. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'étais en train de me connecter avec la pensée précise, poétique, la plus, comment dirais-je, et vous voyez que les mots manquent, vous voyez les mots manquent, c'est pas que les mots manquent, c'est qu'on demande beaucoup trop aux mots. Les mots ne peuvent pas supporter tout ce qu'on veut leur faire dire et tout ce qu'on veut leur faire porter. En bref, je veux dire que là, j'étais en train de parler et qu'il y a un type qui vient d'enlever une poubelle. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et pourtant, ça se passe. C'est-à-dire qu'en même temps,
On peut penser être un homme d'altitude et être attrapé par le premier mec qui vous ramasse une poubelle sur votre droite. Vous savez, il m'est arrivé une fois, un jour, une des expériences mystiques les plus sublimes de mon existence. J'allais sur un plateau de télévision, habillé avec une élégance, mais pas clownesque comme aujourd'hui. Mais vous voyez, enfin vraiment, je vous avais, j'avais tout claqué chez Kenzo, j'étais sublime. Et je vais pour prendre un taxi, et à ce moment précis, un pigeon survolant le ciel de notre capitale se décide à me donner une leçon extraordinaire. Le pigeon me chie sur le crâne. Quand je vous dis que le pigeon me chie sur le crâne, je parle de ça, mes chers, avec une précision chirurgicale, à tel point qu'il n'y avait pas une goutte de fiente sur mon costume. Mon costume était sublime. Je veux dire que vraiment, et ma tête était dans un état. J'ai sauvé la situation en appelant de toute urgence un ami qui habitait à ce moment-là dans le coin. Il faut que je vienne me faire un shampoing, quoi. Je te raconterai plus tard. Il faut que je me fasse... Non mais là, vous vous rendez compte, il a suffi d'une fiente de pigeon pour me faire passer du sublime au ridicule et au fin fond du ridicule, retrouver le sublime. Et là, je me suis dit, waouh! Je n'ai jamais retrouvé ce pigeon.